Au début du IIe siècle, l'Empire romain entre dans ce que beaucoup considèrent comme son apogée. Sous Trajan, Hadrien, Antonin le Pieux, puis Marc Aurèle, l'Empire connaît stabilité, prospérité et une expansion maîtrisée. C'est l'âge d'or des Antonins. La fameuse Pax Romana s'étend d'un bout à l'autre du monde méditerranéen. Tout semble solide, bien structuré et durable. Et pourtant, sous cette surface impeccable, les premières tensions apparaissent. Rome reste le centre symbolique d'un monde immense, mais la réalité, elle, commence à diverger. À l'est, un Orient hellénisé, urbanisé et florissant. À l'ouest, des terres plus rurales, plus dispersées et plus vulnérables. L'Empire fonctionne encore, mais les disparités s'accentuent. Tout repose sur trois piliers: une administration centralisée, confiée à des sénateurs fidèles, une armée professionnelle, cantonnée aux frontières, prête à défendre l'Empire, et un maillage de routes, d'aqueducs, de villes, de ports, les signes visibles de la romanisation. Mais cet équilibre est fragile. L'Empire est immense. De la Bretagne à la Syrie, des rives du Rhin à celles du Nil, les distances se comptent en semaines de voyage. Il suffit d'un grain de sable, une révolte locale, une invasion mineure, pour que tout vacille. Et il y a l'armée, pilier de l'ordre, mais aussi menace potentielle. Son poids économique est colossal et en cas de crise, sa loyauté peut se déplacer vers un général charismatique. Ce sera l'un des ressorts du chaos du IIIe siècle. L'économie, elle, repose encore largement sur l'esclavage. Or, les grandes conquêtes qui alimentaient cette main-d'œuvre se font plus rares. Moins d'esclaves, moins de production, des réorganisations lentes et douloureuses. L'Empire s'adapte, mais la tension monte. Et puis, il y a la question fiscale. L'appareil d'État fonctionne grâce aux impôts. Il faut des agents fiables, des provinces prospères, une paix durable. Mais la moindre épidémie, la moindre guerre peut gripper tout l'engrenage. Alors l'âge d'or, oui, mais à quel prix? Certains historiens comme Edward Gibbon voient dans ce siècle un sommet. Pour lui, Rome atteint alors son plein épanouissement. C'est après Marc Aurèle que la décadence commence. D'autres plus récents, comme Peter Heather ou Brian Ward Perkins, pointent déjà les failles. L'armée commence à recruter hors de l'Italie. Les flux commerciaux sont vulnérables. La dépendance à des circuits longs, à des élites locales parfois instables, rend l'édifice moins souple qu'il n'y paraît. Alors, quand commence le déclin? Est-ce au moment où tout s'effondre, ou bien quand les fondations, en silence, commencent à se fissurer? Le IIe siècle ne donne pas la réponse, mais il la pose. Car derrière les victoires, les triomphes, les temples restaurés et les statues érigées, se cachent déjà les tensions fiscales, les pressions militaires, les limites logistiques et les périphéries mal intégrées. L'Empire romain de Trajan à Marc Aurèle n'est pas une illusion. Il est fort, stable et impressionnant, mais il contient déjà en lui les graines d'un futur déséquilibre. L'histoire retiendra les sommets, mais elle scrute aussi les failles, et dès le IIe siècle, elles sont bien là. Au début du IIIe siècle, l'Empire romain vacille. Pendant 50 ans, Rome traverse l'une des périodes les plus chaotiques de son histoire. Guerre civile, effondrement monétaire, invasion, fragmentation du pouvoir. Jamais depuis sa fondation, l'Empire n'avait été aussi menacé de l'intérieur comme de l'extérieur. Tout commence en 235. L'empereur Sévère Alexandre est assassiné sur le front du Rhin par ses propres soldats. Il avait tenté de négocier avec les Germains. C'en est fini des empereurs de naissance noble. Le pouvoir passe désormais entre les mains des chefs militaires. Ce sont les empereurs soldats, choisis par les légions, souvent sans héritage dynastique, parfois sans légitimité politique. Ils se succèdent à un rythme effréné. Certains règnent quelques mois à peine, la plupart meurent assassinés. Le centre impérial devient instable, l'autorité de Rome se délite. Les armées imposent leurs candidats et les provinces obéissent ou bien se rebellent. Le pouvoir devient une fonction fragile, soumise à la fidélité toujours changeante des troupes. Dans le même temps, l'économie s'effondre. Pour financer une armée toujours plus coûteuse, on frappe de la monnaie, mais en réduisant sa teneur en argent. La valeur chute, la confiance s'érode et l'inflation s'envole. Le commerce ralentit et certaines villes se vident. Les campagnes se replient et dans certaines régions, on revient au troc. Le tissu économique se désagrège lentement. Au nord, les Goths, les Francs, les Alamans
franchissent les frontières. Au sud, l'Égypte vacille. À l'est, un nouvel ennemi bien plus agressif que les anciens Parthes émerge, les Sassanides. En 260, l'empereur Valérien est capturé vivant par le roi perse. L'image de Rome invincible s'effondre. Même Rome, la capitale, est menacée. Face à cette impuissance, des provinces se détachent. En Gaule, un général romain fonde un empire autonome. En Orient, la reine Zénobie prend le pouvoir de la Syrie, de l'Égypte et d'une partie de l'Asie mineure. Ces entités ne cherchent pas à détruire Rome, mais à compenser son absence. Elles frappent monnaie, lèvent des impôts et organisent leur défense. Mais l'empire ne s'écroule pas, il résiste. Une génération d'empereurs combatifs et autoritaires parvient à rétablir partiellement l'ordre. Parmi eux, Claude le Gothique, Aurélien ou bien Probus. Rome est fortifiée, les provinces sont reconquises, l'unité est restaurée, mais pour un moment. Puis vient Dioclétien et avec lui une autre vision du pouvoir. L'empire devient un quadrillage. 4 hommes pour le gouverner, 4 capitales, 4 armées. C'est la tétrarchie, une réponse au gigantisme impérial, une tentative de contenir les usurpations et d'assurer la présence militaire sur tous les fronts. Dioclétien réforme la fiscalité, tente de maîtriser les prix et renforce l'administration. Mais il transforme aussi la fonction impériale. L'empereur n'est plus un premier parmi les citoyens, il devient une figure distante, quasi divine. Sa personne est sacralisée, son image omniprésente et son autorité incontestable. Ce tournant se poursuit sous Constantin. Après avoir éliminé ses rivaux, il fonde une nouvelle capitale à l'est, Constantinople. Il réforme l'armée, renforce les troupes mobiles, mais surtout, il légalise le christianisme. Le pouvoir central s'unit à une fois, l'empire païen devient un empire chrétien. En un demi-siècle, Rome a changé de visage. Elle ne s'est pas effondrée, au contraire, elle s'est transformée, plus militarisée, plus centralisée et plus autoritaire. La citoyenneté partagée, l'intégration des élites locales, l'expansion continue, tout cela appartient désormais au passé. Pour certains historiens, c'est ici que Rome cesse d'être un empire civique. Elle devient un empire défensif, fiscal et administratif. Un État sans extension, un pouvoir qui gouverne par la contrainte plus que par l'adhésion. Mais l'essentiel est là, au cœur de la crise, Rome n'a pas disparu. En fait, elle s'est métamorphosée. Et c'est cette mue qui prépare la Rome tardive et peut-être déjà les prémices du monde médiéval. Au IVe siècle, l'Empire romain est confronté à un tournant. Les peuples qu'ils appelaient barbares, longtemps repoussés à ses frontières, ne sont plus seulement des ennemis extérieurs. Ils deviennent des partenaires militaires, des populations installées et bientôt des souverains sur des territoires que Rome ne contrôle plus. Le terme barbare, dans la bouche des Romains, désigne d'abord les non-citoyens, les non-latins, les peuples venus d'au-delà du limès. En réalité, il recouvre une mosaïque de groupes, des Goths, des Vandales, des Alamans, des Huns ou des Alains, chacun avec ses chefs, ses traditions, ses alliances mouvantes. Ils n'ont pas d'État centralisé, mais possèdent une organisation militaire efficace et une remarquable capacité d'adaptation. Tout bascule dans les années 370. À l'est de l'Europe, les Huns, cavaliers redoutés venus des steppes, déclenchent une vague de déplacements. Les Visigoths, installés au nord du Danube, fuient devant eux et demandent à entrer dans l'Empire. L'empereur Valens accepte leur installation en Messie en tant que fédérati, des alliés militaires autorisés à vivre sur le sol impérial en échange de leurs services. C'est une première. Désormais, Rome accueille sur son propre territoire des peuples armés. Mais l'intégration tourne au désastre. Les promesses ne sont pas tenues, corruption, famine, violence, les Visigoths se soulèvent. En 378, l'armée romaine affronte ses alliés devenus ennemis à Andrinople. Résultat, elle est anéantie et l'empereur Valens meurt sur le champ de bataille. Depuis la mort de Dèce au IIIe siècle, jamais un empereur n'avait péri face à un ennemi étranger. Rome perd plus qu'une bataille, elle perd le monopole de la guerre et celui de la souveraineté. Les Visigoths, désormais en position de force, deviennent des acteurs indépendants. 30 ans plus tard, le roi Alaric marche sur Rome. En 410,
la ville éternelle est pillée. L'événement marque symboliquement la fin d'une époque. Pourtant Rome ne tombe pas encore, les institutions résistent et l'Empire d'Occident existe toujours, bien qu'il soit terriblement affaibli. Dans les décennies qui suivent, d'autres groupes franchissent les frontières. Vandales, Suèves, Burgondes s'installent en Hispanie, en Gaule, en Afrique du Nord. En Orient, l'autorité impériale résiste mieux, mais l'Occident se fragmente. Les empereurs ne contrôlent plus toutes les régions, les royaumes se multiplient. Les légions romaines, quant à elles, recrutent de plus en plus de soldats non romains. Les généraux eux-mêmes, comme Ricimère ou Odoacre, sont issus de peuples barbares. Ces nouveaux venus ne sont pas de simples envahisseurs. Ils adoptent la langue latine, les lois impériales, parfois même le christianisme. Les Visigoths promulguent leur propre code de loi. Les Burgondes rédigent une législation bilingue. Les Vandales, quant à eux, perçoivent l'impôt en Afrique, comme l'aurait fait Rome. Mais l'équilibre est fragile. Le pouvoir impérial n'est plus qu'une autorité nominale. L'armée est hétérogène, les alliances incertaines. Et au final, l'unité impériale s'effrite. Cette transformation a suscité des lectures contrastées chez les historiens modernes. Pour Walter Goffart, Rome a en réalité négocié son déclin. Elle a cédé du territoire contre la paix, dans un processus d'intégration planifié. Il n'y aurait pas eu de rupture brutale, mais une transition gérée. À l'inverse, Peter Heather insiste sur la violence. Pour lui, les invasions barbares sont la cause directe de la chute. Les Huns provoquent un déséquilibre massif. Les Visigoths brisent la résistance militaire et l'Empire s'effondre sous la pression. Erwin Wolfram, lui, adopte une position plus nuancée. Il voit dans l'évolution du IVe au Ve siècle une recomposition du monde romain. Les identités barbares sont souples, capables d'adopter certains cadres romains tout en conservant leur autonomie. Rome ne disparaît pas, elle se transforme. Entre 376 et 476, il n'y a pas une chute unique, mais une série de ruptures, de pactes, de transferts d'autorité. L'Empire romain ne s'effondre pas en un jour, il se fragmente, se provincialise et se redessine. Ce processus ne met pas fin à Rome comme héritage, il met fin à Rome comme empire unifié et ouvre une ère nouvelle, celle des royaumes post-romains, des églises locales et d'un monde en recomposition permanente. Au IIIe siècle, l'économie de l'Empire romain commence à se transformer silencieusement. Longtemps structurée autour des villes, du commerce méditerranéen et de l'agriculture encadrée, elle entre dans une phase de fragilisation progressive. Ce n'est pas une chute brutale, mais un enchaînement de tensions, baisse de population, repli des échanges, crise fiscale, concentration des terres et en arrière-plan, peut-être même un climat moins clément. La démographie est la première à s'essouffler. Depuis le Haut Empire, la population augmente lentement mais régulièrement. À partir de 250, les signes s'inversent. Épidémie, guerre civile, famine récurrente. Et dans les villes, une natalité en berne. La peste, dite de Cyprien, entre 249 et 262, frappe tout l'Empire. L'Occident est particulièrement touché. En Hispanie, en Gaule, en Bretagne, la densité recule. Des villages sont désertés, des villaets abandonnés, des villes réduites à de simples bastions fortifiés. L'Orient, lui, tient mieux. Alexandrie, Antioche, bientôt Constantinople, restent peuplées, vivantes et commerçantes. En Égypte et en Anatolie, la production agricole se maintient et au final, c'est le centre de gravité qui se déplace. Moins de monde, c'est moins de bras pour cultiver, et moins de conquêtes, c'est moins d'esclaves. L'esclavage devient coûteux et peu rentable. Dans les campagnes, les petits propriétaires disparaissent. Écrasés d'impôts, ils abandonnent leurs terres et se placent sous la protection des grands domaines. Les colons, juridiquement liés à la terre, remplacent peu à peu les paysans libres. La mobilité sociale se réduit et le monde rural se verrouille. En ville, les signes de repli sont visibles. Les grands chantiers cessent, les termes ferment. Les élites, quant à elles, fuient les forums pour leur domaine. Les cités ne sont plus que l'ombre de ce qu'elles étaient. Le commerce aussi ralentit. Moins de sécurité, c'est moins de circulation. La Méditerranée se fragilise. Les routes intérieures sont moins fréquentées. Les échanges deviennent régionaux, ponctuels et beaucoup plus vulnérables. Face à cela, l'État impérial serre la vis. Il faut payer l'armée, les fonctionnaires et les céréales.
Mais la base fiscale s'effondre. Moins de contribuables, plus de pression sur les survivants. L'impôt devient inégal et mal réparti. Les aristocrates, eux, s'en sortent. Ils négocient des exemptions, déplacent leurs ressources et s'émancipent. Peu à peu, ils cessent d'être les relais de l'État et ils deviennent un pouvoir parallèle. Le tissu social se fracture, d'un côté une élite foncière protégée, de l'autre une majorité rurale dépendante. Entre les deux, plus de dialogue, plus de cités, plus de projets communs. Le modèle romain s'efface. Certains chercheurs ont avancé d'autres pistes, le plomb par exemple, utilisé dans les canalisations et les objets du quotidien. Des traces très élevées sont détectées dans les sédiments de Rome. Un saturnisme lent, chronique, aurait pu affecter les élites. L'hypothèse reste discutée. Autre piste, plus solide, un refroidissement relatif au IVe siècle, confirmé par les données climatiques. Des famines localisées, des épisodes épidémiques aggravent le déclin. Le monde romain se contracte. Et pendant que l'Occident vacille, l'Orient s'affirme, lui. Constantinople devient capitale, Anatolie reste productive et l'administration tient bon. Les routes sont plus sûres, l'impôt, contrairement à l'Occident, est prélevé. L'Empire d'Orient s'adapte, s'organise et tiendra 1000 ans encore. Pour les historiens, il ne s'agit pas d'un effondrement, mais d'une mue. Peter Brown parle d'une transition lente, d'un glissement vers un monde rural, local et segmenté. Chris Wickham met en avant le poids des impôts et des grands domaines. Kyle Harper, lui, insiste sur l'impact combiné du climat, des maladies et des déséquilibres sociaux. Ce que l'on appelait jadis « chute de Rome » n'est pas un accident, c'est en fait un processus. Les fondations craquent avant les murs. L'effondrement n'est pas une cause, c'est une conséquence. Le monde romain ne meurt pas, il se transforme, mais dans la douleur. « 476, une date souvent répétée comme celle de la chute de l'Empire romain d'Occident. Romulus Augustule, jeune empereur installé par son père, est déposé par Odoacre, chef militaire d'origine barbare. Odoacre ne prend pas le titre impérial, il renvoie les insignes de l'empereur d'Occident à Constantinople. Ce geste, hautement symbolique, acte la fin officielle d'un pouvoir qui ne fonctionnait déjà plus. Mais ce basculement n'est pas un effondrement soudain, c'est l'aboutissement d'un processus long, complexe, étalé sur plusieurs générations. Comme on l'a vu depuis le IIIe siècle, l'Empire d'Occident se fragilise, le pouvoir impérial s'est militarisé, les empereurs sont choisis par les légions, parfois même destitués par elles. Même à l'époque de Dioclétien ou de Constantin, la transmission du pouvoir reste incertaine, dépendante des équilibres entre armée, cour et administration. La capitale se déplace de Rome à Milan, de Trèves à Ravenne, puis à Constantinople. Le centre de gravité politique glisse. Le Sénat devient une institution purement symbolique. Le pouvoir réel passe aux hauts fonctionnaires, aux officiers, aux généraux de l'entourage impérial. Une nouvelle aristocratie émerge, une élite militaire, moins lettrée, mais plus puissante. Ce sont eux qui commandent, lèvent des troupes, concluent des traités. Ce sont eux aussi qui négocient avec les peuples dits barbares, auxquels l'Empire concède des terres, un statut et un rôle militaire. Les foederats, ces traités passés avec les Visigoths, les Francs, les Vandales ou les Alains, modifient profondément la structure de l'Empire. Ces peuples s'installent sur le territoire impérial avec leurs propres chefs, leurs coutumes et leurs lois. L'armée devient composite. Les troupes fédérées côtoient les légions régulières, mais leur loyauté n'est plus acquise. Elle va au chef et pas forcément à l'empereur. Dans cette configuration, le pouvoir impérial glisse entre les mains des généraux en chef, des magistri militum, Stylicon, Aetius, Ricimer, Odoacre. Tous dirigent l'Empire sans emporter le titre. Ils installent sur le trône des empereurs faibles ou manipulables. Romulus Augustule est le dernier. En 476, il est déposé sans combat. L'Empire s'éteint en silence. Mais cette extinction est surtout une formalité. Depuis des décennies, l'Empire d'Occident a perdu le contrôle d'une grande partie de son territoire. L'Afrique est sous la domination vandale. L'Hispanie est morcelée. La Gaule, quant à elle, passe aux mains des Francs et des Visigoths. L'Italie elle-même est cernée. Les structures impériales s'effondrent lentement, les impôts sont de moins en moins perçus et les cités perdent leur fonction civique. Les routes, quant à elles, se dégradent et l'administration se replie sur quelques centres.
le pouvoir impérial ne tient plus que sur quelques provinces et encore. Pour les contemporains, la figure de l'empereur perd de son sens. Il n'est plus qu'un symbole vidé de son autorité, un instrument au service de chefs de guerre. Au final, une fonction sans substance. Les historiens ont proposé des lectures contrastées. Pour Peter Heather, il s'agit d'un effondrement réel, lié à la perte du contrôle militaire et à la pression des peuples fédérés. Pour Walter Goffart, au contraire, il s'agit d'une transformation. Les royaumes barbares s'inscrivent dans une continuité romaine. Herwig Wolfram, lui, voit un lent processus d'érosion, une combinaison de facteurs internes et externes, sans rupture brutale, mais sans véritable continuité. Ce que révèle 476, ce n'est pas un cataclysme, mais une bascule. L'Empire romain d'Occident n'existe déjà plus comme entité fonctionnelle. Il s'est délité, fragmenté et transformé. Finalement, il a perdu son unité, sa légitimité et surtout sa capacité d'action. Dans certaines régions, l'ordre subsiste, des lois sont encore promulguées, des impôts encore collectés. Mais ce n'est plus Rome qui décide, ce sont les chefs locaux, les rois barbares, les évêques, parfois les cités elles-mêmes. Et pendant ce temps, à l'Est, Constantinople résiste. Elle conserve une armée cohérente, une fiscalité solide, une administration centralisée. Elle devient l'autre Rome et prolonge l'histoire impériale pendant encore plus de 1000 ans. « 476, comme on l'a vu, Romulus Augustule est déposé. Officiellement, l'Empire romain d'Occident disparaît. Mais en réalité, Rome ne s'effondre pas, elle se transforme. Car si le pouvoir impérial s'éteint en Occident, la civilisation romaine, elle, perdure. Dans les institutions, le droit, la langue, la religion, l'urbanisme et la mémoire. Ce que certains appellent une fin, d'autres le nomment une mutation. Le vecteur central de cette continuité, c'est en fait le christianisme. Religion persécutée, devenue religion d'État dès le IVe siècle, il devient le ciment du monde post-romain. Il impose une hiérarchie, une liturgie, un calendrier, une langue, le latin. Mais il modifie aussi l'héritage romain. Le citoyen laisse place aux fidèles et le forum devient cathédrale. Face à l'effacement de l'administration impériale en Occident, l'Église prend le relais. Les évêques deviennent autorités locales, les arbitres administrent et soulagent. À Rome, à Milan, à Arles, ils deviennent les figures visibles d'un ordre ancien recyclé. Ils parlent latin, conservent les archives et pratiquent le droit. L'Église n'est pas l'État, mais elle en perpétue les fonctions. À l'Est, comme on l'a vu, Constantinople tient bon. Fondée en 330, elle devient capitale d'un empire romain désormais hellénisé, mais toujours romain. Les empereurs byzantins se disent basileis des Romains, conservent le droit romain, les insignes impériaux et les ambitions universelles. Jusqu'en 1453, Byzance perpétue une Rome orientale, transformée mais toujours debout. En Occident, des figures hybrides émergent. Théodoric le Grand, roi ostrogoth, gouverne l'Italie depuis Ravenne dès la fin du 5e siècle. Il maintient le Sénat, conserve l'administration romaine et s'entoure de lettrés comme Boès ou Cassiodore. Il ne prétend pas détruire Rome, il se veut son continuateur. Un siècle plus tard, Justinien, qui règne de 527 à 565, mène depuis Constantinople une reconquête partielle de l'Occident. Il reprend Carthage, Rome et Ravenne. Il codifie le droit romain dans le Corpus Juris Civilis. Fait bâtir Sainte-Sophie, tente de restaurer l'unité impériale. Mais la peste et la guerre affaiblissent durablement ses conquêtes. Le rêve impérial ne dure pas. Puis vient 800. À Rome, Charlemagne est couronné empereur par le pape Léon III. Roi des Francs, il se proclame défenseur de la chrétienté. Il ne parle pas le latin classique, il ne règne pas depuis Rome, mais revendique l'héritage impérial. Ce n'est pas une résurrection de Rome, mais une nouvelle fondation, le Saint-Empire romain germanique. Rome devient alors une idée, recyclée, adaptée, revendiquée par des empires chrétiens, germaniques et byzantins. Elle n'est plus le centre, mais le modèle. Les historiens modernes ont proposé plusieurs lectures de cette transition. Pour Peter Brown, il n'y a pas de chute, mais transformation lente. Les institutions romaines se fondent dans les structures chrétiennes médiévales. Brian Ward Perkins, lui, insiste sur la rupture, disparition de la culture urbaine, appauvrissement et effondrement démographique. Henri Irénée Marou souligne la continuité ecclésiale. Pour lui, Rome survit dans l'Église.
Averil Cameron rappelle que les Byzantins se disaient encore romains, Romaioi, non pas en souvenir du passé, mais comme réalité vivante. Cette diversité de regards montre qu'il n'y a pas eu un jour où Rome a disparu. Il y a eu une lente transition vers d'autres formes de pouvoir, d'autres identités et d'autres équilibres. En 476, Rome ne meurt pas, elle change simplement de visage. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce vers le haut ou un commentaire. Également, vous avez la possibilité, selon vos moyens bien évidemment, de faire un don via la plateforme Tipeee, PayPal ou bien le bouton merci de YouTube. Quoi qu'il en soit, on se retrouve très prochainement ou bien à tout de suite si vous décidez de visionner une autre vidéo de la chaîne.